Bonjour à tous, c'est Echo. Bienvenue dans la deuxième partie de la série sur la bandelette connectée. Pour rappel, dans la première partie, on a fabriqué grâce à un Arduino et des MOSFET un PCB qui va nous permettre de contrôler cette bande LED à 4 canaux, rouge, vert, bleu et blanc. Seul problème, pour l'instant, on n'a pas écrit une seule ligne de code qui nous permet réellement de contrôler les couleurs de la bande LED. Donc cette vidéo va se couper en deux parties. La première, ça sera vraiment les basiques de comment contrôler la luminosité de chacun des canaux grâce à de la PWM. Et ensuite, on va voir comment utiliser la puce Wi-Fi de l'Arduino pour contrôler ces canaux à distance. On va tout de suite sauter dans mon IDE sans plus tarder. Ok, nous voilà sur l'ordinateur. Donc vous voyez ici mon éditeur de code et en haut à droite je vous ai mis le flux temps réel de la guirlande. Comme ça vous allez voir un peu ce qui se passe en fonction du code qu'on écrit. Alors pour l'Arduino, on va utiliser un plugin de Visual Studio Code qui s'appelle Platform.io, qui permet de programmer plein de cartes différentes et notamment des cartes Arduino. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser que l'IDE Arduino standard, donc je vous le recommande fortement. Donc en fait, grâce à ça, on va pouvoir créer un nouveau projet dédié à notre carte Arduino Nano 33 IoT, ce que j'ai déjà fait. Et quand vous faites ça, vous allez avoir un petit fichier classique Arduino, mais il sera dans une arborescence comme dans un projet classique. Et donc là, typiquement, j'ai mon main.cpp dans lequel j'ai mes deux fonctions Arduino, setup et loop. Comme vous pouvez le voir, donc main.cpp, ça veut dire que c'est un fichier C++. Donc si vous voulez faire un peu de programmation Arduino, il faut apprendre le C et au moins les bases du C++, parce que certaines API, donc certaines des librairies Arduino sont codées en C++, donc c'est mieux de connaître le langage pour au moins comprendre la syntaxe. Cela dit, la vidéo là, le but n'est pas du tout de vous apprendre les rudiments d'Arduino, mais plutôt de vous donner une sensation de ce qu'on est capable de faire avec Arduino, et aussi de comment on va pouvoir contrôler notre guirlande à distance. Je vous fais quand même un tout petit topo. Globalement, dans le monde Arduino standard, on va dire, il y a deux fonctions principales. La fonction setup qui est exécutée une fois au démarrage de la board, et la fonction loop qui, comme son nom l'indique, tourne en boucle à l'infini tout le temps de la vie de l'Arduino. Ça force un paradigme de programmation assez simplé, où il y a une seule tâche à la fois, qui est celle qu'on va écrire dans loop, mais pour notre usage, ça devrait suffire. Alors, on va essayer d'y aller étape par étape. La première, c'est déjà, on va voir comment on peut contrôler simplement la guirlande LED. Alors comme vous vous en souvenez, à la première vidéo, on a branché nos canaux de couleurs sur des pins de l'Arduino. Donc là, j'ai utilisé un define pour mapper les couleurs de ces canaux vers les pins physiques de l'Arduino. Et après, on va vouloir mettre une valeur sur ces pins pour pouvoir contrôler la luminosité de chacun des canaux. Alors pour ça, rien ne vaut un bon tour par la documentation. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est la partie analog input-output. Donc on va vouloir écrire une valeur analogique sur nos pins. Donc pour ça, analog write, ça semble être un bon candidat. Et ici, on a tout un petit laïus sur ce que fait Analog Write. Et notamment, on voit qu'au tout début, on nous dit que Analog Write utilise la PWM. Donc très rapidement, la PWM, c'est quoi en fait? C'est une méthode qui permet, avec un signal carré, donc vous avez toujours un 1 ou un 0 sur votre fil, vous pouvez quand même simuler un niveau de tension analogique. Et pour ça, on va piloter ce qui s'appelle le duty cycle en anglais. Et en français, donc c'est le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique, c'est simplement le temps pendant lequel le signal va être à 1 par rapport à celui auquel il va être à 0. Donc vous voyez que ça tourne en boucle à une certaine vitesse. Et en fait, typiquement là, si je suis à 5 volts et que j'ai un rapport cyclique de 25%, virtuellement, si vous voulez, c'est comme si la sortie où on mettait ça, elle était à 25% fois 5 volts, donc à peu près 1,25 volts. Et donc c'est ce que va nous permettre de faire la fonction analog write. On voit que sur la Nano 33 IoT, on a un certain nombre de pins qui fonctionnent, et la vitesse, donc la fréquence entre deux bâtons verts ici, c'est 730 Hz. Donc ça veut dire que le signal va passer de 1 à 0 à 730 Hz. Donc normalement à l'œil humain, on verra pas justement cette espèce de scintillement. Si on filme à très haute vitesse, on le verrait, mais donc là il n'y aura pas de problème. Et donc ce que nous dit aussi la page là, c'est qu'on peut utiliser la fonction analog write qui prend deux paramètres, le pin et la valeur devant être comprise entre 0 et 255. Alors on va essayer ça chez nous.
Donc on va essayer simplement de mettre dans notre boucle analog write. On va essayer de piloter par exemple le canal blanc et on va mettre la valeur 255 qui est la valeur maximale. Donc en théorie, notre bande LED devrait s'allumer au maximum. Donc là, grâce à la plateforme IO, je peux juste cliquer sur le petit bouton Upload et on devrait voir la guirlande s'illuminer. Et donc c'est bien le cas. Après, je peux venir modifier le programme ici, par exemple, en mettant, je sais pas, 50. Donc on devrait avoir à peu près 1/5 de la puissance de la guirlande LED. Voilà. Et donc, ça c'est pour modifier la puissance. On peut aussi modifier le canal juste en touchant au pin qu'on va piloter. Donc là, par exemple, je devrais pouvoir passer au pin rouge. Voilà. Alors ça c'est sympa, mais bon, c'est pas très dynamique. Comme on fait de la programmation et que ça tourne très vite, on est capable de faire des animations un peu plus sympas que ça. Donc là, typiquement, je peux utiliser une boucle for, c'est-à-dire que je vais dire que je vais avoir une variable i qui va aller de 0 à 255. Et on va faire bouger la valeur de notre PWM de 0 à 255. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur toute bête, c'est qu'on la voit un peu scintiller, la guirlande, et en fait c'est parce que j'ai oublié de mettre un délai. Donc là, ça veut dire qu'on passe très très vite de 0 à 255 et on voit pas vraiment ce qui se passe. Donc on va rajouter un petit délai de 10 millisecondes dans notre boucle, et on devrait voir quelque chose de plus sympa, qui devrait faire une sorte de pulsation. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et donc si on veut, là, vous voyez que ça va de bas en haut, mais après ça retombe à 0 d'un coup. On peut écrire une deuxième boucle for. Et simplement faire i, ou plutôt 255 moins i, et comme ça on va aller de 0 à 255 puis de 255 à 0. Et donc si je fais ça, on devrait avoir un bel effet de pulsation. Voilà, donc ça c'est déjà très sympa. Là on pilote qu'une seule couleur. Une dernière chose que je vais vous montrer, si je vais sur Google et que je cherche un color picker, vous voyez qu'ici je peux choisir une couleur. On peut par exemple choisir un turquoise. Et ici vous allez avoir les valeurs en RGB, 54, 255, 201. Et si j'applique ces valeurs sur mes différents canaux, on devrait avoir exactement cette couleur qui devrait être produite. Voilà. On a le joli turquoise qu'on avait choisi dans la page web. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous faut finalement pour piloter la bande LED. Globalement, cette fonction-là, Analog Write, c'est celle qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre la LED concrètement. Maintenant, on va aussi vouloir contrôler la LED à distance. Pour ça, on va utiliser le Wi-Fi de la carte Arduino parce que c'est la chose qui me semble le plus accessible. Et pour que vous compreniez bien, je vous propose de vous parler très en vitesse de ce qu'on appelle le modèle OSI. C'est pas une façon idéale de représenter comment marche Internet, mais disons que c'est souvent ce qu'on apprend en école d'informatique. Et au moins pour les 4 premières couches, ça reste assez vrai. Donc en fait, l'idée, c'est Internet est en fait organisé en couches. Chaque couche se repose sur une autre pour apporter un service supplémentaire à la communication. Donc si on part du bas, en fait, tout en bas, on a la couche physique, qui est le fil sur lequel va traverser vos données, ou alors les ondes, en l'occurrence Wi-Fi. Au-dessus, on a ce qu'on appelle la couche liaison, qui correspond à tout ce qui est fait au niveau adresse MAC. Donc typiquement, si vous avez du Wi-Fi, ça va être la couche qui va s'occuper de faire en sorte qu'il n'y ait pas de collision de paquets et que chacun puisse parler chacun son tour. Au-dessus, il y a la couche réseau, avec le fameux IP comme Internet Protocol. Et donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir un chemin d'un point A à un point B dans un réseau. Il a le désavantage de ne pas être fiable, c'est-à-dire qu'un paquet UDP, vous n'avez aucune garantie qu'il va arriver. Vous n'avez aucune garantie qu'il va arriver dans le même ordre que vous l'avez envoyé. Donc évidemment, c'est pas idéal. Par contre, ça peut avoir plein d'avantages, notamment un paquet UDP où on peut le broadcast. Ça veut dire que comme il n'y a pas de processus de vérification d'intégrité, on peut juste dire ce paquet va aller à tout le monde dans le réseau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser TCP. Et donc TCP, ça nous permet vraiment concrètement d'ouvrir un tuyau dans lequel on va pouvoir écrire des données et elles vont arriver de l'autre côté, peu importe où est la machine dans le réseau. Alors, on va retourner sur l'IDE. Pour faire tout ça, en fait, il se trouve que l'Arduino a une librairie qui s'appelle Wi-Fi Nina, qui permet de contrôler le petit processeur Wi-Fi qu'il y a sur
qu'il y a sur la carte. Et grâce à cette librairie, on va pouvoir très facilement créer un petit serveur TCP. Donc je ne l'ai pas dit, le protocole TCP fonctionne en mode client-serveur. Donc il va y avoir un port ouvert pour ouvrir une connexion TCP et des personnes, des clients qui vont pouvoir se connecter à ce port et dialoguer avec le serveur. Donc là, comme notre carte va vouloir exposer certains services au réseau, donc typiquement allumer ou éteindre la bande LED, récupérer l'information sur l'état, c'est bien la carte qui va être un serveur. Donc là, on va faire un serveur TCP. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment on va faire pour créer ce serveur TCP, se connecter au Wi-Fi, etc. Donc j'ai pris quelques notes ici. La première chose qu'on va faire, c'est se connecter à notre réseau Wi-Fi, tout simplement. Donc pour ça, j'ai un petit bout de code que je vais vous présenter très rapidement. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on attend que le port série soit disponible, comme ça on sera sûr de bien voir les messages passer dans la console. Il y a deux petites vérifications d'usage qui sont faites au tout début. Bon, évidemment, elles vont passer là. C'est déjà, on vérifie que le module Wi-Fi est présent, qu'il existe. Donc sinon, effectivement, ça ne marcherait pas terrible. Et ensuite, on vérifie que la version du firmware qui tourne sur le processeur dédié au Wi-Fi est synchro avec la version du firmware que nous on utilise. Alors, ensuite, on va créer une petite variable ici et on va essayer de se connecter en boucle au réseau Wi-Fi. Et donc ici, il y a juste une petite erreur dans le code. En fait, ces deux variables là, secret SSID et secret pass, sont stockées, sont définies dans mon fichier secret.hpp. Ça m'évite de vous montrer mon password. Et donc on va tourner en boucle jusqu'on soit connecté. Et une fois qu'on sera connecté, on aura un petit message dans la console qui nous dira l'IP qu'on a reçu. Donc on peut essayer de flasher ça. Voilà, et on va se connecter sur la console pour regarder ce qui se passe. Donc on essaie de se connecter à mon réseau Wi-Fi qui s'appelle le QG. D'ici quelques secondes, on devrait avoir l'adresse IP qui est trouvée. Donc là, on voit que j'ai reçu l'adresse IP 192.168.0.210. Et donc, à partir de maintenant, si je vais voir dans les paramètres de mon routeur, je verrai l'Arduino comme étant présente sur mon réseau. Alors par contre, elle ne sait absolument rien faire. Il n'y a pas de serveur, je pense que même si je lui faisais un ping, elle ne répondrait pas. Donc c'est vraiment une masse morte. Maintenant, l'idée, ça va être de lui faire quelque chose de plus intéressant que juste faire acte de présence. Pour ça, on va rajouter encore un tout petit peu de code. La première chose, ça va être une variable globale qui va être notre serveur TCP, qu'on va ouvrir sur le port 80. Donc voilà, sur votre réseau, sur votre machine, sur n'importe quelle machine, il y a un certain nombre de ports, 65 000 et 535 il me semble. Et un certain nombre de ports sont dédiés à des applications précises, et typiquement le port 80 c'est le port standard dit HTTP. Donc là on met 80, mais bon, on pourrait faire n'importe quoi, pour l'instant ça n'a pas d'importance. Et après, dans notre fonction setup, on va juste dire qu'on va bien démarrer le serveur. Voilà. À partir de là, notre serveur est démarré, et ensuite dans notre boucle, on va utiliser un petit bout de code qui va écouter en permanence si y a des personnes qui essayent de se connecter sur le serveur. Donc en gros, on va essayer de récupérer un client. Et s'il y a effectivement un client qui est connecté, alors on va afficher un petit message pour dire qu'on a un client connecté. Et ensuite, on va rentrer dans une boucle qui est que tant que le client est connecté, et donc que le client available, ça veut dire qu'il est en train de nous envoyer des données, alors on lit un caractère de ce qu'il nous envoie, donc un caractère, vraiment une lettre que le client nous envoie, et on la print, on l'affiche dans le terminal. Quand le client est déconnecté, on arrête la connexion et puis on recommence, on attend une potentielle nouvelle connexion. Donc on va déjà essayer de regarder ce que ça donne ça. Donc là, si j'ouvre le terminal, on va attendre que le terminal se connecte, enfin que l'Arduino se connecte, voilà. Et donc maintenant je peux utiliser un petit outil qui s'appelle Netcat, comme ça, mais qui permet de se connecter à un serveur TCP et ensuite d'écrire dedans en brut. Alors c'est pas un outil que vous utiliserez très souvent, mais là ça va être parfait pour faire ma petite démo. Donc là maintenant, si on voit que j'ai pas encore reçu de connexion sur mon port TCP ici, mais si je tape quelque chose, hop, on voit que j'ai un client qui est disponible et j'ai bien reçu Toto sur mon serveur. Donc là ça passe pas par, le retour se fait par la console série de l'Arduino. Par contre ça passe vraiment par mon réseau. Donc ça passe par ma box et ça retourne sur l'Arduino grâce au protocole TCP. Donc là déjà on a quelque chose de pas trop mal, quoi. On arrive à parler à l'Arduino à distance.
Et au final, fondamentalement, on va rien faire de beaucoup plus avancé quand on aura notre version finale. Concrètement, on va écrire dans un tuyau qui va arriver sur l'Arduino et on devra lire le contenu pour faire quelque chose. Donc là, tout de suite, le programme n'est pas très intéressant, hein, on va pas aller très loin avec ça. Mais si je le modifie en vitesse pour, au lieu d'afficher dans la console une valeur, mais plutôt pour lire un nombre et ensuite appliquer la valeur de ce nombre à un des canaux de PWM, là on pourra déjà avoir un semblant de contrôle intelligent. Donc je vais faire ça en accéléré et je vous montre ce que ça donne. Ok, donc j'ai fini d'écrire ma petite fonction. Je vais vous présenter vite fait ce qu'elle fait. Donc, la première chose que je fais, c'est que quand je reçois un nouveau client, je vais créer un petit buffer, donc une zone mémoire dans laquelle je vais pouvoir ranger les différents caractères que m'envoie le client. Et j'ai un index qui est une sorte de tête d'écriture qui va me permettre de dire où est-ce que je vais écrire dans le buffer. Et donc après, tant que le client est connecté et qu'il envoie des caractères, je vais lire ces caractères. Alors là, il y a deux choses. Soit c'est pas un retour à la ligne, ça veut dire que c'est un chiffre ou une lettre ou n'importe quoi d'autre. Et dans ce cas-là, on va simplement rajouter à la fin de notre buffer, donc à l'index courant, le caractère, et ensuite incrémenter l'index de 1. Si par contre on est effectivement sur un backslash n, donc un retour à la ligne, quand j'appuie sur entrée dans netcat, en fait j'envoie un retour à la ligne, alors je vais dire que le caractère courant c'est backslash 0, donc en fait en C et en C++, backslash 0, c'est le caractère de fin de chaîne de caractères. Donc ça garantit que dans mon buffer, ici, j'aurai exactement les n caractères qu'on m'a envoyés et terminé par un 0. Ça évite les erreurs. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais utiliser la fonction qui s'appelle atoy, qui me permet de convertir une chaîne de caractères ici vers un entier. Donc ici dans val, j'aurai la valeur en entier de ce que j'ai passé dans buffer. Alors si jamais dans le buffer j'ai pas que des chiffres, c'est-à-dire que j'envoie, je sais pas, Toto par exemple, et je vais avoir 0 dans val. Donc le comportement par défaut entre guillemets, ça sera d'éteindre la guirlande. Donc, bon, ça paraît correct pour notre petit exemple. Et enfin, j'ai la fonction analogWrite qui va écrire sur le canal blanc la valeur qu'on aura envoyée dans le buffer. Donc on va essayer d'envoyer ce programme et on va voir si ça marche. Et si on a ça, on pourra dire qu'on aura fait notre premier objet connecté. Voilà, donc là on a bien récupéré notre adresse IP tout à l'heure, je peux m'y connecter. Et là maintenant je peux passer une valeur entre 0 et 255 qui va donner normalement un degré d'éclairage à la guirlande LED. Donc là par exemple si je sais pas, j'essaye une luminosité de 40, voilà. J'ai bien la guirlande qui s'allume. Donc ça semble marcher. Je peux mettre 255 pour la valeur maximum, 0 pour l'éteindre, 12, etc. Et donc là, je vous rappelle, ça passe vraiment par le Wi-Fi. Donc j'envoie grâce à mon serveur TCP et ma connexion TCP ouverte grâce à Netcat, j'envoie à travers mon réseau une valeur à la board Arduino, ce qui me permet ensuite de contrôler la LED. Donc là, on a les rudiments d'un objet connecté en seulement 83 lignes. Alors évidemment dans la vraie vie on n'utilise pas Netcat, c'est-à-dire si je demande à ma copine d'utiliser Netcat pour contrôler la guirlande connectée, je pense pas qu'elle appréciera. Donc on va mettre un enrobage autour de tout ça qui va permettre de présenter un peu le changement de couleur typiquement d'une manière un peu plus user-friendly on va dire. Et donc on en revient un peu au modèle OSI dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que là on s'est arrêté au niveau transport et on a fait une couche applicative, si on peut appeler ça comme ça, ultra basique, qui en gros supporte un protocole unique qui est de recevoir un nombre sous la forme de 3 chiffres, et si jamais on passe autre chose, potentiellement le firmware crash, on n'a aucune garantie. Bon, on va pas définir notre nouveau protocole de couche applicative pour notre guirlande LED, on va faire comme tout le monde, on va utiliser le protocole HTTP. Alors il se trouve qu'il n'y a pas de librairie HTTP telle quelle dans les librairies Arduino, donc je pense que je vais écrire un petit truc moi-même, et ça je vais pas vous le montrer en détail parce que c'est beaucoup plus avancé, vous y gagnerez pas tellement je pense à ce que je vous présente dans les détails. Si ça vous intéresse, je vais faire un petit projet GitHub, comme ça vous pourrez aller voir le code source, vous pourrez aussi aller voir, je vais essayer de mettre le schéma de la carte, enfin du PCB que j'ai fait dans la première vidéo. En tout cas,
Voilà, donc avec ce petit bout de code là, on a vraiment l'essence même de ce que c'est un objet connecté. Et vous voyez qu'en fait c'est pas si difficile. J'espère que j'ai réussi à vraiment vous transmettre la logique qu'il y a dans ce code là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire, j'espère que c'était clair. Si c'était trop rapide, trop lent aussi, n'hésitez pas à me le dire. Bref, maintenant je vais passer hors caméra, je vais passer un peu de temps à réfléchir à comment designer justement cette couche applicative HTTP, et je vous ferai une démonstration finale de comment ça va fonctionner une fois que j'aurai écrit cette couche. Et voilà, j'ai fini d'écrire mon serveur HTTP minimaliste. Donc la seule chose qu'il fait en fait, c'est regarder à la méthode HTTP qu'il reçoit. S'il reçoit une méthode GET, il va renvoyer sous forme de JSON l'état courant de la bande LED, et s'il reçoit une méthode POST, il va lire le JSON qu'il reçoit et l'appliquer au canot de la bande LED. Je vais vous faire une démonstration rapide grâce au plugin Thunder Client de VS Code. Donc, par exemple, si j'envoie une méthode POST avec certaines valeurs sur les canaux RGB et que je fais send, voilà, j'applique un espèce de rose à mon bandeau LED. Donc ça, c'était une méthode POST. Par contre, si je fais une méthode GET, donc là il n'y a pas de paramètres, je fais send et je reçois l'état courant qu'on vient d'appliquer à la bande LED. Alors, donc ça c'est du JSON, c'est un format qui est très utilisé pour les échanges HTTP. Et pour le parser, donc pour le désérialiser et le sérialiser, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Arduino JSON. Ça me permet de faire ça très simplement et de ne pas avoir à écrire moi-même le JSON ou à le lire. Donc je vous recommande vivement de regarder cette petite librairie si vous avez besoin de manipuler du JSON, ça marche vraiment bien. Et en plus, avec Platform.io, j'ai pu l'installer très simplement, juste en rajoutant cette petite ligne de configuration dans le platform.io.ini. En tout cas, ça conclut cette deuxième vidéo sur la partie firmware de notre board. Moi, je vais continuer à itérer sur ce code parce que pour l'instant, j'en suis pas très satisfait, mais vous pourrez aller voir ces évolutions sur le GitHub qui sera dans la description. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment écrire le code qui nous permettra d'intégrer tout ça à l'intérieur de Home Assistant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.